J'aimerais, si mes mots y parviennent, transmettre à mon tour à quelques jeunes intrépides l'envie de descendre dans l'arène publique. J'aimerais leur dire, allez-y, imposez votre regard, votre sang, votre rêve. Soyez enthousiastes, têtus, opiniâtres, ayez des convictions et faites-leur confiance. Mais surtout, n'aimez pas trop le pouvoir. Je ne crois pas aux héritiers, mais aux hommes qui s'inventent. Lorsqu'on est formaté pour faire un bon mécanicien, comment devient-on ministre, président du comité intérimaire du FMI, président du Sénat et patron d'un département, placé dans le peloton de tête des territoires français? L'affaire de mon père a commencé par un modeste atelier de mécanique. Mes parents travaillaient dur. Mes vacances étaient laborieuses. J'enfilais dès le premier jour un petit bleu de travail pour participer aux tâches de l'atelier. Je me passionnais pour ce métier de la mécanique qui, dans mon esprit, devenait un but. Diplôme en poche, je retrouvais l'atelier et mon père, si fier de me voir enfiler la salopette bleue pour travailler à ses côtés. Il y eut un bel été, puis les armées du Reich pénétrèrent en Pologne et ce fut la guerre. Je revois ma mère préparer tristement le bagage du père, soumis, comme les autres, à la mobilisation générale. J'avais 16 ans, seul à travailler avec 2 apprentis, étonnés de ce vide soudain. Nous partions à bicyclette, réparer les véhicules avec les températures sibériques de l'hiver 1942. Mais le laitier pouvait livrer les fermes et le médecin visitait les malades. Je crois que j'en étais fier. En 1968, je décide de me présenter au Sénat et je m'inscris au groupe centriste. J'obtiens de justesse une place à la commission des finances. Où avez-vous appris l'économie? Je n'ai jamais lu de livre d'économie, même ceux qu'ils me pardonnent de Raymond Barre. Si je connais les mécanismes qui régissent cette discipline, c'est pour avoir participé à des réunions, écouté, lu des journaux, pratiqué l'économie dans ma vie de chef d'entreprise, mais aussi de conseiller général et de sénateur. J'ai surtout beaucoup retenu, grâce à une mémoire qui me restitue à 5 ans de distance, les événements, les chiffres et les propos tenus. C'est ainsi que je n'ai jamais lu un discours, sauf dans certaines réunions internationales, et je n'ai jamais utilisé de calculatrice. Je suis reconnaissant à mes instituteurs d'autrefois d'avoir développé cette faculté. Quand on sait compter et retenir, on peut faire de l'économie. L'économie est fille du bon sens. Les événements se précipitent et un mercredi matin, je franchis la porte du cabinet du Premier ministre Raymond Barre qui m'annonce « J'ai préféré grouper 2 ministères, l'industrie d'une part, le commerce et l'artisanat de l'autre. Compte tenu de vos origines, ce poste devrait mieux vous convenir. » Je demande naïvement « Quel délai de réflexion m'accordez-vous » 3 minutes, le temps de sortir du bureau. Il me semblait essentiel d'orienter notre appareil de production vers les priorités nées des conséquences de la crise. Dans cet esprit, je m'étais assigné des objectifs. D'une part, la recherche de l'indépendance énergétique nationale avec la mise en œuvre du programme nucléaire et le développement d'énergies nouvelles avec la création du commissariat à l'énergie solaire. Pour payer son pétrole, la France subissait une hémorragie de richesses qu'il faut juguler d'autant plus vite que la hausse du pétrole attise l'inflation. D'autre part, le développement des technologies nouvelles, seules susceptibles de maintenir notre pays dans le peloton de tête des nations industrielles. J'ajoutais aux efforts engagés par mon prédécesseur dans l'informatique le lancement d'un plan axé sur la coopération entre firmes françaises et américaines sur le sol français. Je confirmais le lancement du programme européen Ariane et celui de satellites spatiaux, ainsi que le développement de techniques sous-marines. J'ai à ce sujet un très bon souvenir. Le jour où les plongeurs du CNEXO ont battu le record du monde de profondeur à moins 450 mètres, j'ai voulu les accompagner dans une capsule de plongée. Cette proposition a surpris mes collaborateurs car ils ignoraient que la pêche est une de mes distractions favorites et que la contemplation des profondeurs ne pouvait me laisser indifférent. Je me suis donc retrouvé à 500 mètres sous la mer. Je me rendais bien compte que de la rue de Rivoli, on pouvait effectuer des réformes auxquelles j'étais attaché. Raymond Barre conserverait-il le portefeuille de l'économie et s'il s'en dessaisissait, à qui le confierait-il? Son choix se porta sur moi, ce qui dans l'opinion produisit un certain effet de surprise. Je m'installai donc rue de Rivoli, dans le grand bureau, celui qui est reconnu comme le plus important par tous les fonctionnaires.
je voulais concentrer mes efforts sur un nombre réduit d'objectifs. Le retour à la liberté des prix, la modification des circuits financiers, l'amélioration du financement des entreprises et le développement des échanges internationaux. Je prenais des risques en essayant de modifier d'anciennes habitudes. Quand on en a la chance, mieux vaut faire avancer les idées profondément ancrées en soi que de tenter, par tous les moyens, de faire durer le temps de ses responsabilités. La France était portée depuis 30 ans à remettre le destin de ses entreprises entre les mains de l'administration. Il fallait lui donner des armes neuves pour affronter les défis économiques de la crise, ce qui nécessitait une transformation profonde de nos habitudes. Seule une décentralisation totale pouvait rendre à chaque agent économique la possibilité de décider et d'entreprendre. Il fallait rendre aux chefs d'entreprise la responsabilité totale de leur gestion. Le premier pas dans ce sens était la libération des prix. En 1978, les prix industriels étaient libres et la hausse des prix restait inférieure à 10%. Ceci illustre l'inutilité d'un blocage des prix industriels pour juguler une inflation qui a d'autres causes structurelles. La crise consécutive à 30 ans de contrôle des prix avait porté à un niveau de faiblesse sans précédent les fonds propres des entreprises. Il fallait investir. Cette situation était d'autant plus paradoxale et préoccupante que le taux d'épargne des ménages français restait l'un des plus forts du monde. Il était nécessaire d'orienter l'épargne vers les fonds propres et les investissements productifs des entreprises. Nous avons appliqué une politique générale de réduction des déficits budgétaires et de financement par l'emprunt. La loi Monory permettait aux Français de déduire l'acquisition d'un capital limité de leurs revenus déclarés de l'année. Elle a démontré depuis son efficacité puisqu'en 3 ans, plus d'1 million d'actionnaires nouveaux sont attirés par la bourse. C'est pour défendre cet acquis que j'ai créé Défense Épargne. Mon élection à la présidence du comité intérimaire du Fonds monétaire international en 1980 est ma dernière fierté. Après avoir été choisi par 40 ministres des Finances du monde entier, alors que je ne parlais pas un mot d'anglais et que j'étais seulement connu par la loi sur l'épargne ou la libération des prix, m'a épaté. Mon ami Jean Chrétien me servait d'interprète et je n'ai jamais su ce qu'il racontait précisément à cet aéropage venu des 5 continents. J'ai présidé des assemblées générales auxquelles participaient tous les ministres de l'économie et tous les gouvernements de banques centrales de la planète. À l'enthousiasme de la création européenne de l'après-guerre a succédé l'enlisement d'une routine bureaucratique. L'Europe n'a pas d'idée, elle n'a plus d'idéal, il ne lui reste plus guère que des fonctionnaires et des subventions. La politique agricole commune, le système monétaire européen, l'élection de l'Assemblée au suffrage universel sont des réussites techniques et administratives incontestables. Elles manquent cependant du souffle qui anime les grands projets. Je pense qu'il aurait été préférable d'approfondir les efforts communs sur ce qu'étaient les grands projets ou grands symboles plutôt que chercher l'accroissement de nombre de partenaires. Le Sénat avait la réputation d'une institution figée, cloisonnée dans ses principes, souvent archaïques. La plupart des ministres sont originaires de la haute administration. Il est d'ailleurs prévisible qu'un historien qualifiera la Ve République de république des hauts fonctionnaires, ou pire encore, de république administrative. On assiste au développement constant de la puissance administrative, puisque l'administration monopolise la fonction ministérielle, les mandats législatifs et la direction des entreprises. Elle inclut une pensée uniforme et s'avère un frein puissant qui bloque toute réforme, si indispensable fût-elle. Elle étouffe toute audace politique. Ma plus grande satisfaction est d'avoir dépoussiéré le navire. Notre époque est difficile et nos concitoyens exigent à juste titre de leurs gouvernants qu'ils soient accessibles, c'est-à-dire humains et proches. Ils préfèrent la volonté au renoncement, c'est-à-dire qu'ils acceptent de se battre pour un monde meilleur. Je n'hésite pas à dire à mes concitoyens « c'est possible, la France n'est forte que lorsque les Français ont confiance en eux-mêmes ». Le travail reste une fonction essentielle dans la vie de l'homme, mais il n'est pas l'unique composante. Le raccourcissement progressif de sa durée crée un espace de liberté nouveau. Les Français ne sont plus des adeptes de la centralisation et de la hiérarchisation. Ce peuple rural, arraché à sa terre en moins de 2 siècles, veut aujourd'hui retrouver ses racines et aspire à plus de diversité. L'évolution des techniques, et en particulier l'informatique, qui abolit les distances, rend possible l'évolution des modes de vie à laquelle nos concitoyens aspirent. Cela signifie
qu'il y a dans les années qui viennent des pages vierges à remplir en matière d'organisation sociale. À nous d'y trouver le moyen d'évoluer vers une plus grande mobilité et une liberté renforcée. Je suis pour ma part convaincu que nous avons là une chance unique de donner un nouveau visage à notre société et de faire évoluer les rapports entre les hommes. Jamais, peut-être, pour un homme politique, le rendez-vous n'aura été si difficile et si exaltant. Il faut qu'il ait aujourd'hui ces 10 ans d'avance, l'ambition de voir grand et cette volonté d'aller jusqu'au bout de l'intuition, si insensée soit-elle. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Le soir, la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps. Mes mains, quand elles tremblent de fièvre, c'est de nos amours brèves qu'elles se souviennent encore. Mes mains caressent dans leurs doigts des riens venant de toi, cherchant un peu de joie. Mes mains.